Chapitre 16. Le bout du bout. Fil de trame, fil de chaîne, tisser mon œuvre où qu'elle me conduise. La fille de mai crochetant pour moi une toile de ses longs doigts agiles. Après cette première rencontre avec Rosita, les visites que je lui rendais s'étaient intensifiées. Néanmoins, cela n'était pas du goût de mai. Aussi m'avait-elle intimé l'ordre de choisir. 2 maisons, 2 mamans, cela faisait subitement désordre. C'était pourtant mon ordinaire depuis bien des années maintenant. Je me revois sur le pont de l'abattoir à Fort-de-France à balancer entre mes 2 maisons. Le destin nous joue quelquefois des tours. Comment pourrais-je choisir? Opter pour l'une ou pour l'autre de mes 2 familles, c'était de toutes les façons renoncer à une part de moi-même. 1979, c'était l'année de la naissance du premier petit-fils de mai. 1979, c'était aussi l'année de mon entrée en seconde. Et mai avait d'autres préoccupations que mon adolescence. Son indifférence pour tout ce qui me concernait me remplissait un peu plus chaque jour d'une indicible désespérance. Profitant de ce que ma seconde maman avait les yeux fixés sur son petit enfant, sa fille avait donc poursuivi avec passion son entreprise, tissant jour après jour de ses longs doigts agiles une toile dont chaque fil était un décret pour me pousser hors du nid. Mon cœur était en fine poussière. 1979, j'entrais au lycée et la perspective de changer d'univers était pour moi un réel soulagement. Toutes ces choses que j'allais apprendre, toutes ces nouvelles matières, tous ces livres que j'allais découvrir. J'avais donc entamé mon année scolaire toute voile dehors. Cependant, mon enthousiasme n'avait pas tenu très longtemps. La liste des désamours de mai s'allongeait tout comme s'allongeait la liste de mes révoltes. Oh, mes révoltes! C'était l'épreuve qu'attendait la fille de mai pour démontrer que j'étais une mauvaise peste. Et elle s'appliquait à les monter en épingle. Dès le 2e trimestre, je ne travaillais plus que quelques matières. Le français, l'espagnol, l'histoire et la géographie. J'avais mis de côté les matières scientifiques qui me demandaient bien plus d'efforts, mais ne s'en souciaient guère. Le seul point positif de cette année-là avait été la révélation que j'avais eue lorsque mon professeur de français m'avait permis d'entrer dans le monde féerique de la littérature française. Mais m'avait certes montré comment les sentiments des auteurs peuvent se mêler aux nôtres. Aussi avais-je pris l'habitude de me projeter dans mes lectures. Mais avec mon nouveau mentor, j'avais découvert comment interroger la chair des textes, les mots, les phrases qui épousent les pensées des auteurs, en prenant des formes inattendues et en multipliant les artifices et les styles. Cela avait été pour moi une joie sans pareille de comprendre comment et pourquoi les mots revêtent leurs habits du dimanche pour des opérations séduction. Comme des coquettes en goguettes, ils se trémoussent, se contorsionnent, frétillent dans le seul but d'emmener le lecteur au nirvana du plaisir de lire. Nous disposions à cette époque-là de toute la collection de l'anthologie d'André Lagarde et de Laurent Michard qui nous plongeait dans la vie des auteurs. Je pouvais ainsi comprendre comment le vécu des écrivains influence leur création. Et j'en dévorais chaque volume afin d'éclairer mes lectures. Romans, poèmes, pièces de théâtre, je voulais comprendre ce qui avait rendu possible leur écriture. En découvrant l'univers passionnant de la littérature, je comprenais également que ce que je vivais n'était pas une malédiction envoyée tout particulièrement dans ma direction. Ce que j'observais dans les livres correspondait à ce que je voyais autour de moi. C'étaient des comportements communs aux êtres humains. Il me semblait que toujours les livres venaient à mon secours et me sauvaient. Cependant, ma passion pour la littérature avait totalement échappé à Mai. Elle, qui autrefois m'avait permis de lire tant de romans et tant de poèmes, ne prenait plus plaisir qu'au gazouillis de ses petits-enfants. C'était le seul langage qu'elle comprenait. Dans les œuvres que je découvrais, il y avait pourtant la vie mystérieuse et foisonnante des sociétés humaines, mais également une image de ce que moi-même je vivais au quotidien.
Parmi les œuvres que me proposait mon professeur, il y avait le modèle de la mère abusive. Il y avait aussi les jalousies larvées qui minaient les familles. C'est ainsi que la terrible Agrippine, la mère autoritaire de Néron, dans la tragédie de Racine, m'avait parlé clairement des façons qu'avait mis de m'empêcher d'être moi-même. Et Néron lui-même m'avait permis de comprendre où pouvait conduire la rancœur due aux frustrations à répétition. J'avais constaté, grâce à mes lectures, que chacun de nous peut avoir un cœur double, l'un tourné vers l'action, l'action juste, l'action qui contribue au bien, et l'autre recroquevillé sur lui-même, qui se sclérose dans le ressentiment. Par rancune ou par frustration, certains s'évertuent à détruire les autres, et, comble de l'absurdité, travaillent ainsi à leur propre destruction sans le savoir. Inévitablement, lorsque quelqu'un est rongé par la haine du monde, puisqu'il faut lui donner son vrai nom, ses effets lui reviennent à la figure tels des boomerangs. Guidé par mon mentor, j'avais découvert aussi les secrets des âmes rêveuses. Et je m'étais aisément glissé dans le château de Combourg, déambulant aussi tristement que René dans ses vastes salles. Du haut de son lugubre donjon, j'avais scruté mon avenir, le cœur plein d'appréhension. Quant aux deux rives du Mistassébé, imaginées de toutes pièces par Chateaubriand, elles étaient pareilles à mon paysage intérieur, un bord luxuriant où la végétation en folie débordait de vie, et un bord plus calme où les immenses étendues désertes étaient propices à la méditation. Quelquefois même, j'étais le buffle aux cornes en croissant de lune qui traversait impassible le fleuve de la vie. Je buvais littéralement les mots de mon professeur de français. Et je percevais dans ces trésors littéraires la promesse d'une aube qui se lèverait. Et je percevais dans ces trésors littéraires la promesse d'une aube qui se lèverait un jour pour moi. Un jour, je deviendrai professeur de littérature. Un jour, peut-être, j'écrirai des romans. Les choses auraient pu continuer ainsi, mais l'enchantement qui m'avait tout d'abord saisi s'était progressivement voilé d'une profonde mélancolie. Lorsque l'année 1980 s'était annoncée, tout avait basculé. Oui, il avait fallu que Manléonie tombe très gravement malade. Terrible année que cette année 1980. Alors, comme Colin dans l'écume des jours avait couvert sa Chloé de fleurs, j'avais couvert ma grand-mère de toute l'affection dont j'étais capable. Et je comprenais parfaitement ce que le héros avait ressenti en accompagnant l'être qui lui était le plus cher dans la maladie. Je restais accroché à la moindre des respirations de Manléonie, convoquant mes formules magiques, comme autrefois je l'avais fait pour lorsque j'étais enfant. Des recettes de ma fabrication aussi magiques que dérisoires. Je voulais me persuader que chacune des rémissions de ma grand-mère était le résultat d'une de mes gris-gris. Comme autrefois, je redoutais la disparition de May, je redoutais tout autant celle de Manléonie. La maladie de ma grand-mère était dans la forme ou la couleur des nuages, le matin en me levant, dans les danses et les chants des oiseaux perchés sur les fils électriques, dans la forme et le nombre des roches que je trouvais sur mon chemin. Je percevais dans tout ce qui m'entourait les fluctuations de la santé de ma grand-mère. Chaque fois que je le pouvais, je lui rendais visite. Tout d'abord, ça avait été la clinique 7 Paris. Manléonie rentrait chez nous quelquefois pour passer le week-end. Mais lorsque sa maladie avait pris le dessus, ça avait été le sinistre hôpital Clara. Je me souviens de petit monde particulièrement scélérat que j'avais baptisé du nom de l'oncologue qui la soignait. Un nom tout en i qui me donnait des frissons. Je ne m'autorisais à respirer pleinement que lorsque j'étais arrivé à son sommet et que je dominais tout l'hôpital d'un seul regard. Je me persuadais alors que j'avais tout pouvoir sur la guérison de Manléonie. Et comme Colin couvrait régulièrement Chloé de fleurs, je continuais à couvrir ma grand-mère de petits cadeaux et de caresses. Néanmoins, le nénuphar qui poussait dans le ventre de Manléonie avait fini par dévorer sa vie. Un soir, à l'heure même où ma grand-mère entonnait autrefois les couplets de son credo,
le téléphone avait résonné sinistrement. C'était fini. Mon Léonie s'était éteinte en cette terrible année 1980. Et toute la lumière qu'elle jetait habituellement sur mon univers s'était éteinte aussi. Pour ne rien arranger, mais qui était aussi inconsolable que moi, ne cessait de me répéter que les moments de bonheur n'existent que pour nous préparer à de grands malheurs. Je ne pouvais donc trouver aucune consolation. Mais avait sombré dans une détresse qui avait fait penser à certains qu'elle ne fréquenterait plus le monde des vivants. Et j'étais chaque jour auprès d'elle, chaque jour essayant de la maintenir debout. Toutefois, sa fille, qui n'était née que pour les heures de gloire, était naturellement aux abonnés absents. J'ai beau sonder ma mémoire, je ne retrouve pas la trace de sa présence auprès de moi. Celle-ci s'était d'ailleurs répandue en reproche, parce qu'à la fermeture du cercueil de Montléonie, la demoiselle manquait à l'appel. Après le décès de ma grand-mère, je n'avais pas du tout l'esprit à mes études. Aux heures où avaient lieu les cours que je n'aimais pas, je me réfugiais sous l'un des grands arbres de la cour de récréation et je discutais de la pluie et du beau temps avec les cancres. Moi aussi, j'étais porté disparu. Ironie du sort, ma dégringolade ne s'était pas arrêtée là. Comme la seule chose qui maintenait ma tête hors de l'eau, c'était les cours de français que j'avalais comme des médicaments, une épée de Damoclès pendait aussi au-dessus d'eux. Le sort funeste qui semblait me poursuivre avait aussi frappé là. Après les vacances de Noël, mon enseignante m'était revenue agrémentée d'une élégante perruque, un postiche qui devait dissimuler au monde la perte de tous ses cheveux après ses chimiothérapies. Quand nos regards s'étaient croisés, nous avions toutes les deux compris qu'elle ne m'accompagnerait pas pendant mes années lycée. Sans mon Léonie, sans mon mentor qui avait ouvert pour moi de grands espaces de liberté, sans mais mon avenir semblait bien compromis. Cerise sur le gâteau, cette année-là, j'avais aussi perdu ma meilleure amie. Michel m'était très précieuse, puisqu'elle m'aidait à poser sur le monde un regard plus serein. Elle était de 10 ans mon aînée, cependant, nous nous entendions à merveille. Nous nous entendions à merveille, d'autant plus qu'elle m'avait prise sous son aile et me montrait une façon de penser la religion différente de celle de Mai. À vrai dire, ses convictions étaient à des années-lumière des obsessions de Mai. La foi de ma seconde maman reposait en effet sur deux piliers, le sens du devoir et la certitude de revoir un jour son mari. Deux motivations que bien évidemment je ne pouvais partager. Michel m'avait démontré qu'il y avait d'autres façons de considérer les règles morales, non pas en y obéissant par peur de la punition, par devoir, mais tout simplement avec le cœur, avec la certitude d'être sur un chemin paisible. Elle m'enseignait aussi qu'il est possible de réaliser ses propres rêves. Or, je ne désirais qu'une chose, devenir professeur de littérature. La gentillesse de Michel déposait avec délicatesse des tas de petits moments de calme et de sérénité sur mon existence. Pour moi, qui étais habité par une anxiété constante, c'était une vraie bénédiction. Michel avait été la dernière personne à s'effacer de ma vie en cette terrible année 1980. Et même la disparition de mon ami avait été pour la fille de Mai, qui filait pour moi dans l'ombre un sombre destin de ses longs doigts agiles, une occasion de me causer du déplaisir. La formule qu'elle avait choisie pour m'annoncer la disparition de Michel avait été laconique à souhait. Il n'y avait pas plus froid, et ses paroles étaient tombées sur mon âme, comme la lame affûtée d'un terrible échafaud. Mais n'y avait bien sûr prêté aucune attention. Comment pouvait-on annoncer autrement une disparition? Mais ne percevait jamais rien des réelles intentions de sa fille. Elle était l'innocence même. Un spleen tout baudelairien m'avait alors poursuivi tout le reste de l'année. J'irais à la surface du monde sans but et sans joie. La fille de Mai pouvait donc à son aise tisser de ses longs doigts agiles tous les malheurs qu'elle voulait. Rien de ce qu'elle aurait pu provoquer n'aurait pu être à la mesure de ce que j'avais vécu en cette terrible année 1980.
Mon année de seconde échouée, mais n'avait pas cherché à en connaître les raisons. Elle n'en avait ni le désir, ni le temps. À ses yeux, je n'avais tout simplement pas été du niveau d'une seconde générale. J'avais lamentablement échoué et c'était entièrement de ma faute. Ni la perte de mon Léonie, ni celle de mon professeur de français, ni celle de ma meilleure amie, ni même le fait que j'avais dû l'accompagner dans son grand désespoir n'avait pesé dans la balance. Comme sa fille, mais ne considérait que les apparences. Ce qui se passait au fond de moi-même, elle ne pouvait ni ne voulait le savoir. Peut-être agissait-elle ainsi afin de ne plus se sentir responsable, de ne plus ressentir aucun sentiment de culpabilité. C'est qu'elle avait déjà donné côté culpabilité. Tout ce qu'elle avait subi dans son jeune âge, quand elle habitait chez son père, les persécutions de sa belle-mère avaient agi tel un revêtement de glace sur la surface imperméable de sa conscience. Sans tenir compte de mes sentiments donc, elle s'était autorisée à opérer des choix à ma place. Aussi avait-elle décidé de m'inscrire dans un LEP. Je devais y préparer un certificat d'aptitude professionnelle en secrétariat. Mais avait opté pour cette filière tout simplement parce que j'étais habile à la rédaction et que je ne faisais aucune faute d'orthographe. Ni mes souhaits, ni mes désirs n'avaient pesé dans la balance. Et elle était convaincue d'être légitime dans le choix qu'elle avait fait pour moi, d'autant plus qu'elle avait d'autres centres d'intérêt que mon avenir. J'avais eu beau lui expliquer que je n'avais rien d'une employée de bureau, que je voulais devenir professeur. Elle n'avait rien voulu entendre. Et pourtant, mon manque d'organisation, le désordre perpétuel dans lequel se trouvaient mes affaires, aurait dû lui permettre de comprendre que je n'avais pas vraiment le profil d'une secrétaire. Mais sa détermination à maintenir son choix n'avait pas du tout faibli. À ses yeux, mon désir de poursuivre des études de littérature n'était qu'une chimère. Malgré mes pleurs, malgré mes cris, elle n'avait pas changé d'opinion. Curieusement, Rosita n'avait pas été informée de l'échec cuisant que je venais d'essuyer, ni même d'une possibilité de redoubler ma seconde afin d'avoir une chance de rattraper mon rêve. Paradoxalement, mais qui semblait se désintéresser de mon sort, avait tenu à faire pour moi des choix de vie. Quelquefois, il me vient à l'esprit que mon échec avait été un bon moyen pour elle de veiller à ce que je ne supplante pas sa fille, me maintenir un rang au-dessous de son enfant dans le but de valoriser celle-ci. Mais je rejette toujours cette idée aussitôt qu'elle me vient, car elle serait pour moi impossible à accepter et à vivre. Je me rendais toutefois compte que May, qui s'était peu à peu éloignée de moi, ne me connaissait pas du tout. Elle ne me voyait qu'à travers le filtre que sa fille m'avait fabriqué. Comment une personne qui avait l'habitude de plier le monde à sa volonté pouvait-elle comprendre qu'elle se trompait lourdement en m'imposant son choix et qu'il en découlerait de graves conséquences? Du tréfonds de mon lycée professionnel, comment poursuivre désormais mon rêve? Une messe semblait avoir été dite pour moi. J'avais accueilli la nouvelle de mon affectation au lycée de Batelière comme une véritable condamnation à perpétuité. Aussi avais-je, dès les premiers jours, déployé une telle force d'inertie que mon comportement n'avait pas manqué d'interpeller mes professeurs. Je tenais à signifier que je serais aux abonnés absents. Et je regardais mes camarades avec l'air d'une sommité qui n'appartenait pas à leur monde. Je me sentais comme une étoile tombée de son ciel et je tenais à démontrer que le lieu indigne où je venais d'échouer n'égalerait jamais l'endroit prestigieux d'où je venais. Comme je me leurrais. Mes camarades m'avaient très vite descendu de ma planète. Alors, comprenant que mon attitude se retournerait contre moi, j'avais dû me résoudre à être une élève comme les autres. Le lycée professionnel diffère du lycée général en ce que chaque enseignant s'emploie à être au plus près de ses élèves et à leur permettre de donner la meilleure version d'eux-mêmes. Les professeurs savent bien que le rouleau compresseur des préjugés convainc leurs élèves qu'ils font partie d'une humanité inférieure. On leur fait bien entrer dans le crâne, lorsqu'ils sont proposés pour une filière courte, que jamais ils ne seront ni avocats, ni médecins, ni ministres, qu'ils ne seront capables que de tâches subalternes et qu'ils passeront leur vie à exécuter les désirs des meilleurs éléments de la société. Tout juste bon à mettre les mains dans le cambouis, à malaxer les pattes à pain, à conduire des camions à benne ou à mettre en forme les idées de patron. C'était bien entendu un leurre
puisque tous les métiers sont nécessaires au bon fonctionnement du monde et peuvent nécessiter un haut degré de compétence. En quoi un mécanicien, un boulanger, un conducteur d'engin ou une secrétaire sont-ils inférieurs à un médecin ou à un avocat? Ce sont des services qu'ils rendent et qui sont indispensables à l'existence des sociétés humaines. Alors, armés d'une patience sans faille, les professeurs démontraient à leurs élèves que cette façon de présenter les choses n'était qu'une vision déformée de la réalité, puisque chaque métier demande une grande technicité, de la réflexion, de l'application et des prises de décision éclairées. Métier manuel ou métier dit intellectuel, il est toujours possible de viser l'excellence. Il est toujours possible de faire les choses avec art. Tel piètre avocat ne peut rivaliser avec un pâtissier passionné. Les professeurs insufflaient ainsi à leurs élèves le goût du travail bien fait, du travail accompli avec conscience et démontraient que c'est de cela que vient le sentiment d'être à sa place et que de ce sentiment d'être à la bonne place découle immanquablement un grand bonheur. Après quelques versets de ces réjouissantes certitudes, leurs ouailles comprenaient que la fameuse répartition entre une humanité intellectuelle et une humanité manuelle ne correspond en fait qu'à une vision du monde où l'on a grand intérêt à mettre les gens dans des cases afin de ne garantir la richesse qu'à un petit nombre. On préfère valoriser les uns par rapport aux autres, les premiers paraissant plus utiles à un monde où l'argent est l'un des critères de réussite les plus prisés. Et je m'étais, moi aussi, laissé convaincre par les discours rassurants de mes professeurs. J'avais commencé à me trouver à mon aise dans mon nouvel environnement. Néanmoins, je n'abandonnais pas mon rêve. Je voulais toujours être professeur de littérature comme mon mentor. Et mon nouveau lycée n'était pas du tout le bagne, puisque j'avais avec moi des livres. J'en profiterai pour affûter mes armes, celles que m'avaient données tous mes mentors. J'avais comme ambition de tout connaître, de tout savoir. La bibliothécaire en avait été stupéfaite. Ce qui l'avait le plus surpris, c'était de constater comment, avec application, je constituais des fiches pour chacun des livres que je lisais. Et j'avais mes marottes. Si le droit, l'économie, la sténographie et la dactylographie ne me passionnaient guère, je me consacrais volontiers à la psychologie, à l'histoire, à la géographie, à la philosophie ou encore à la sociologie. Ma soif d'apprendre était intense. Outre les connaissances, je m'employais aussi à apprendre tout ce qui pouvait me permettre de mieux écrire et de mieux lire. Je voulais acquérir un haut degré de technicité, tel le mécanicien qui démonte le moteur d'une voiture pour comprendre l'agencement et le rôle de chaque pièce. Je démontais pareillement les textes et j'avais de nombreux maîtres. Les articles de presse, les grands journaux surtout, les articles des encyclopédies ou les chapitres des essais. Plus un texte était difficile à comprendre, plus sa logique était étrange et plus je prenais plaisir à l'étudier. Je partais à l'assaut des livres tel un général qui s'attaque aux stratégies d'une armée ennemie. Je classais, hiérarchisais, identifiais les lieux précis du texte. Ceux où l'auteur change de thème, d'argument. Je considérais l'agencement des idées et leur rôle dans les démonstrations, les explications ou les récits. Et je notais les pépites que j'avais débusquées sur un petit carnet. Pour l'écriture, c'était la même chose. J'étais tombé sur une précieuse citation de Boileau qui disait que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et que les mots pour le dire arrivent aisément. J'avais expérimenté la spontanéité des mots qui arrivent remplis d'indiscipline, et le plaisir de les mettre dans l'ordre voulu par ma pensée. Je voulais désormais apprendre à les organiser, à les formuler de façon précise selon mon désir et ma volonté. C'était un plaisir inouï d'avoir enfin un pouvoir sur les choses. Un plaisir que je voulais toujours renouveler. Comme un athlète s'entraîne en répétant les bons gestes et les bonnes postures, moi, je peaufinais l'art de disserter, de résumer ou d'expliquer. C'est ainsi que j'acceptais volontiers de réaliser les exercices de mes camarades à leur place ou de les leur expliquer. C'était pour moi 1001 occasions de peaufiner mon savoir-faire. Mais ils ne comprenaient pas du tout ma démarche et pensaient que les autres abusaient de ma gentillesse. Et lorsqu'elle disait gentillesse, elle pensait surtout idiotie la plus profonde. Comme elle était loin du compte, je mettais aussi un soin particulier à trouver le mot juste.
J'avais pour m'aider des petits carnets sur lesquels je notais les mots que j'entendais ou que je lisais. Dès 1982, à la fin du temps réglementaire, mon BEP et mon CAP en poche, j'avais donc été proposé pour rejoindre la filière longue. J'étais enchanté. C'était ce qui pouvait m'arriver de mieux. Au lycée Schellcher, j'avais continué sur ma lancée. Et ce n'était pas une sinécure, puisque j'avais retrouvé la sténographie et la dactylographie, deux matières que je trouvais fastidieuses et inutiles. J'avais une telle horreur de la sténographie que j'étais régulièrement saisi d'une peur panique lorsque mon professeur me demandait de relire ma prise. Personne ne comprenait que, n'ayant manqué aucun mot et ayant formé des signes parfaits, j'étais incapable de me relire. J'avais néanmoins tenu bon pendant les 2 ans que je devais passer au lycée et avais néanmoins obtenu mon baccalauréat. L'année 1984 devait marquer le début de la réalisation de mon rêve. Ce qui m'avait galvanisé toutes ces années, c'était mon secret désir, mon désir de plonger plus profond dans l'univers merveilleux de la littérature française, un désir que j'entretenais tout au fond de moi-même avec obstination. Ce sésame assuré, c'est donc d'un ton non moins assuré que j'avais annoncé à mai mon projet partir en France pour des études de lettres. Je ne visais pas moins que la Sorbonne. Des études? Tu n'y penses pas? J'entends encore qui résonne le nom catégorique que May avait prononcé. Non, c'est non. Et résonnait aussi toutes les raisons avec lesquelles elle avait accompagné son refus. Parmi celles-ci, l'urgence soudaine de me trouver un travail, puisque je n'allais pas pouvoir être pour elle une charge éternelle. C'était donc ce que je représentais aux yeux de May, un fardeau dont elle voulait se débarrasser pour s'occuper pleinement de ses petits-enfants. Le second fils de sa fille entrait dans sa 2e année. Bien entendu, Rosita n'avait pas été informée de mon choix, et cela était bien curieux. Pour lui mettre sous le nez les soi-disant bêtises de sa fille, c'était une convocation immédiate. Mais pour débattre de l'avenir de celle-ci, May avait tenu à prendre seule les décisions. Pourtant, les revenus modestes de mes parents m'auraient assuré bien des aides. Et je ne serais pas abandonné à mon sort puisque mes sœurs et mes frères étaient installés en France. Mais exigeait que je me présente à des concours afin d'avoir un travail le plus rapidement possible. Il ne fallait pas croire que je vivrais à ses crochets toute ma vie. Et puis, elle devait se consacrer à ses petits-enfants. Mais avait prononcé toutes ces paroles dans un seul souffle, puis elle était retournée à ses affaires. Mais avait coupé mes ailes d'un coup sec. Elle avait tranché mon avenir comme elle tranchait habituellement les antennes, les pattes et les ailes des insectes qu'elle gardait par centaines dans ses armoires. Moi, après notre discussion, je m'étais réfugié sur l'une des branches du merisier qui m'accueillait ordinairement en cas d'avis de tempête afin de ruminer ma défaite. Une nouvelle fois, tel Sisyphe, arrivé au sommet de sa montagne, il me fallait laisser retomber mon rêve au pied de la mienne, qu'il roule, qu'il se perde et que je l'oublie. Combien de fois devrais-je renoncer à moi-même? Mais ayant prononcé sa sentence, il fallait que j'accepte de vivre dans la peau d'une créature inventée par elle. Alors, contre mauvaise fortune, bon cœur, j'avais accepté de me présenter à un concours comme elle l'avait décidé. Le premier qui m'était tombé sous la main, le seul, celui qui me rapprocherait le plus de mon rêve. C'était un concours qui me permettrait de devenir institutrice. Que n'avait-on pas dit pour me décourager? Comment pouvais-je espérer concurrencer les candidats qui avaient des diplômes universitaires, moi qui ne possédais qu'un baccalauréat technologique? Je n'étais spécialisé que dans les techniques administratives. Et cela avait été dès lors un défi auquel je devais répondre. Il fallait que tout ce que j'avais découvert de manière empirique et dans le plus grand des secrets puisse apparaître au grand jour. Une certaine épreuve qui, aux yeux de certains candidats, demandait une explication précise de l'anatomie et de la physiologie du rein, n'était pas en réalité affaire de connaissance, mais de logique. Sans me laisser démonter par la complexité des mots, j'avais analysé méthodiquement les énoncés et résolu pas à pas les énigmes qui m'étaient proposées. Pour d'autres épreuves, celles qui avaient fait appel à mes aptitudes sportives ou artistiques, je m'étais senti sur le droit chemin. Et, à l'annonce des résultats, je n'avais pas été surprise. Néanmoins, l'attente avait été pour May
insupportable. Et ça avait été pour elle une vraie libération que de lire mon nom sur la liste des admis. Mais qui avait refusé quelque temps plus tôt de me permettre de réaliser mon rêve, n'avait même pas remarqué quelle performance je venais de réaliser. Avec un baccalauréat technologique, j'avais réussi à un concours auquel des candidats qui étaient détenteurs de diplômes universitaires avaient échoué. La nouvelle de ma réussite à ce concours, qui devait faire de moi une institutrice, avait également résonné comme l'annonce d'un jubilé avec trompettes et tambourins aux oreilles de la fille d'un mai. Elle pouvait désormais évoquer cette réussite en toute bonne conscience afin de démontrer que je devais construire ma propre vie et que c'était dans l'ordre des choses que je quitte Saint-Georges. C'était sans compter les liens subtils avec lesquels May avait attaché mon âme à elle. Comment la demoiselle pouvait-elle comprendre la situation dans laquelle je me trouvais? Elle qui n'était qu'à la surface des choses, ne vivant que de ce qu'elle voyait et entendait. Son apparence, sa situation matérielle et sa réputation. Toutes sortes de dits prononcés par la fille de May et appliqués par May elle-même avaient alors commencé à organiser ma vie.